Monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureuses de vous présenter ce jour votre magazine au-delà de l'actualité. Ce 30 mai 2023 où le monde célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Et nous recevons pour vous ce soir Monsieur Jules Pitra, il est analyste politique. Avec lui, nous allons analyser plusieurs sujets, mais le principal sujet, c'est la presse face à la manipulation politicienne. Bonsoir Monsieur Pitra. Bonsoir madame, et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors, le monde célèbre ce jour le 30e anniversaire de la célébration de la liberté de la presse. Et à l'occasion de cette célébration, il y a l'organisation Reporters sans frontières qui a publié un rapport et la RDC se retrouve en 124e position sur 180 par rapport à la liberté de la presse. On sent qu'il y a avancé par rapport aux années passées. C'est-à-dire que on peut déduire que avec le mandat de Félix Tshisekedi, il y a moins de journalistes qui sont arrêtés, il y a moins de journalistes interpellés, la presse est moins muselée. Vous faites aussi cette analyse et par rapport à le constat sur le terrain, vous êtes de cet avis-là? Merci madame, merci beaucoup. Je profite de votre micro pour présenter, je vais dire, une joyeuse fête à tous les journalistes, merci. Tous les agents de la presse. La presse, c'est un travail noble, c'est le quatrième pouvoir, dit-on. Dans notre pays, c'est vrai qu'il y a toute une histoire par rapport à cette presse qui est un peu inhérente à la vie de chaque jour de notre pays. Nous avons constaté qu'à part la chaîne nationale, beaucoup d'autres chaînes étaient des chaînes qui avaient comme patron ou bien comme créateur des hommes politiques. C'est aussi cela qui avait peut-être un peu perturbé cette liberté parce que le journaliste, c'est celui qui va recueillir l'information, qui la traite et pour la diffuser. Et bien souvent, le journaliste est mis en difficulté quand il faut qu'il donne une information et quand celle-ci ne cadre pas ou bien va à l'encontre de son employeur, cela mettait un peu le bâton dans le roue de ces journalistes. Mais nous les avons vus faire année après année. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, les journalistes sont en train de s'émanciper, surtout avec la venue de chaînes sur Internet, de chaînes YouTube et autres. Nous nous rendons compte que la liberté de plus en plus prend sa place. Mais tout ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est que cette liberté-là devra se faire dans les normes, comme il y a un principe qui dit que ma liberté à moi se limite là où commence celle de l'autre. Je crois que les journalistes devront aussi faire un effort pour rester dans les normes, pour faire leur travail, leur analyse, et comment diffuser les informations. Et je vois qu'il y a des organes, je ne suis pas du monde des journalistes, mais je vois qu'il y a des organes, il y a le CESAC, il y a l'UNPC et de régulation. Oui, je crois qu'il faudra rester dans les normes. C'est donc de cette manière-là qu'on pourra faire avancer les choses. Il y a lieu de faire des choses et de les faire encore mieux. Je crois que si la RDC aujourd'hui est classée à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a au niveau de la tête une volonté. Une volonté, celle de permettre. Donc vous appuyez ces classements. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires à contredire par rapport à ce classement? C'est-à-dire que si on dit qu'il y a avancement, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais bon, sur 180, nous ne sommes qu'à la 124e place. On est encore très loin. Très loin. Mais d'où l'on vient, on peut déjà applaudir ce qui s'est fait. Et si on garde cette lancée, je crois que dans les jours qui viennent, on pourra nous coter dans de très bonnes positions. Parce que ici, j'étais en train de dire, d'une part, il faut faire les choses dans les normes. D'autre part, les journalistes, c'est une personne, c'est un parent, il doit être géré. Comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'il est suffisamment pris en charge? Est-ce qu'il est sécurisé suffisamment? Et tout ça, c'est comme ça que je renvoie vers des organes spécialisés, des journalistes, pour que l'on reste là-bas de plus en plus. Et c'est là que l'on peut trouver beaucoup plus de sécurité dans ce que l'on fait
Et ça, dans la plupart des cas, M. Jules Pitra, les journalistes sont manipulés par vous, les politiques. Hein, vous manipulez les journalistes. Il y a même le chef d'État qui l'a relevé lors de son discours à l'occasion de cette célébration. Il était face aux journalistes. L'année électorale, ça sera encore chaud avec les politiciens qui manipulent les journalistes. Ça sera encore chaud parce que, comme vous le savez bien, il n'y a pas aucune grande activité sans journalistes. Les journalistes, c'est comme cette levure qui vient pour bomber la pâte et donner plus de l'impression dans ce qui s'est fait. Et les politiciens, dans une année électorale, c'est leur année où ils viennent tout donner parce que nous qui faisons du marketing politique, nous savons que sans la communication, il n'y a pas de place. Il faudra se vendre et se vendre le plus loin possible. Il faut passer par le voie de médias. Mais le média, encore ce que j'étais en train de dire, quelle est la prise en charge de ce journaliste? Est-ce que si ce journaliste-là est paupérisé, si celui-ci n'a pas de moyens, il ne sait pas nouer les deux bouts de moi, il est prêt à vendre son service au plus offrant. Et c'est ça le malheur. Et c'est comme ça qu'on tombe facilement vers les délires et on va au-delà des marges. Et puis après, demain, il y a des plaintes. Mais j'ai suivi le ministre des Médias, Patrick Muyaya, qui était en train de vanter les faits sur il y a une certaine loi qui a été désormais promulguée, la loi sur l'activité, l'exercice de journalisme. Et je n'ai pas tout lu la loi, mais je l'ai entendu effleurer quelques articles. Là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y a un travail qui a été fait. Je crois qu'une société grandit et que de plus en plus dans notre société, nous sommes en train de grandir. Et question que ces lois qui ont été, je vais dire, conçues au Parlement et dictées, puissent être promulguées et que désormais il y ait un arbitre qui sera derrière pour suivre tous ces pratiquants tout ce qui pratique le métier de journaliste, de sorte à faire avancer les choses. Mais vous ne trouvez pas que vous aussi, les politiciens, vous mettez les journalistes en difficulté, de sorte que vous n'avez pas des débats d'idées, vous êtes plus dans les attaques, et les journalistes, c'est peut-être dans un plateau des débats est en difficulté. Attendez, moi je suis venu chez vous, Madame Gisèle, vous m'avez invité, je suis obligé de marcher selon le pas que vous allez me donner. Mais si quelqu'un vient ici et commence à délirer, à faire des choses comme il le veut, c'est à vous qui revient la responsabilité de le cadrer. Mais là encore, comme j'ai dit, comme les gens veulent faire des choses à leur manière, si quelqu'un a de l'argent et que celui-ci, les journalistes, n'a peut-être pas grand-chose, s'il veut courir derrière ces derniers, il sera prêt à lui prêter les flancs, alors que normalement la déontologie devait pousser les journalistes à rester dans ces normes, à faire les choses selon ce qui est prévu. Je crois que si les journalistes sont de plus en plus exigeants, mais moi je ne le condamne pas tout de suite, je condamne plutôt les organes qui gèrent leurs fonctions, leur carrière. Je voudrais les appeler ici à veiller à ce que les journalistes soient le plus sécurisés, qu'ils soient pris en charge, comme ça il ne se laissera pas aller facilement vers ce que nous pouvons regretter dans la pratique aujourd'hui. Alors, étant que politicien, moi, je m'attelle plus sur vous, hein, parce que quand on vous reçoit dans des plateaux de télévision, débats, c'est plus des attaques personnelles. Par exemple, je donne un exemple des partis politiques, au lieu peut-être de faire des critiques constructives, vous êtes plus dans des attaques. Il n'y a pas des partis politiques qui font des débats autour des programmes de chacun. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Ben ça, c'est un peu la société, hein, Madame Gisèle. Ça, c'est un peu la société comme elle vit aujourd'hui. Malheureusement, donc, je ne sais pas quel est le commentaire que je dois faire là-dessus. C'est un peu le résultat, le reflet de notre société actuellement. Mais c'est comme ça que je dis. Et si je monte dans un taxi, je crois que si les chauffeurs me disent comment est-ce qu'il faut me tenir dans le taxi, je me tiens de la manière dont les chauffeurs me le disent. Si je vais chez un médecin, s'il me dit me donne la manière dont je dois m'asseoir, je crois que je le fais. Mais au-delà du chauffeur, vous-même... Mais de la même manière que quand on vient chez vous... Aidez-nous. Manque d'idées ou manque d'arguments ou comment? Mais c'est à vous de le savoir. Aidez-nous à savoir, à avoir un débat sain. Aidez-nous, parce que c'est vous qui faites la police des débats. Si vous vous rendez compte que vous êtes devant des politiciens qui n'ont rien à donner, je crois que c'est à vous de décider quelle est la manière dont cela doit se faire. Chacun vient, en fait, en français on dit comme on fait son lit, on s'y couche. Et donc chacun vient comme il est, chacun a une éducation, l'éducation que nous avons reçue de nos familles,
de notre instruction, du milieu que nous côtoyons. Et tout ça, ça vient ressortir chez quelqu'un dès qu'on le met en contradiction. Et donc, moi, je pense que c'est de votre responsabilité, en tout cas pour moi, j'insiste là-dessus, c'est de votre responsabilité de pouvoir réguler les débats politiques dans le plateau de télévision, parce que ce qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus, ça réduit un peu la qualité de l'homme, ça réduit un peu la qualité. Ceux qui nous suivent à la télé, certainement se posent beaucoup de questions. C'est parce qu'il y a un manque d'arguments, parce que les partis politiques, il n'y a pas de programme et tous les militants sont... Attaquez-nous chaque jour par rapport à ça. Si vous avez un politicien qui vient, si vous avez des politiciens qui viennent et que vous sentez qu'ils n'ont pas quelque chose à donner, ils n'ont pas d'offre, je crois qu'il faut les attaquer par rapport à ça et de plus en plus d'élaguer et de faire tomber tous ces tralala qui de plus en plus sont en train d'envenimer le métier que vous faites et l'image de ce que vous êtes en train de faire. Alors l'exemple le plus récent par rapport à ces débats, loin d'idées, c'est la sortie officielle de l'Union sacrée, où on s'est plus attelé sur le plein. C'est pas seulement l'Union sacrée, et même quand l'opposition est dans la rue, c'est plus les plans que des programmes, des projets qui vont faire avancer la société. C'est ça la difficulté, c'est ça la difficulté. Je vous ai dit que c'est un peu au rythme de notre société actuelle. Alors pour nous, même au-delà même des activités politiques, même dans la musique par exemple, vous voyez des gens aller dans un concert, on vous dit, à Salimpiaka. Est-ce que le concert c'était pour qu'ils remplissent les gens dans la salle, ou bien parce qu'il fallait donner une œuvre de qualité? C'est un peu ça, je sais que je peux appeler l'équipe congolais. Donc nous, on est comme ça. Mais c'est pourquoi je demande à ce que vous puissiez nous aider. Appelez-nous, donnez-nous un programme, dites-nous que nous allons parler de ceci et de cela. Et essayons de tabler sur ce qu'il y a de fondamental. Je vais vous dire par exemple, la sortie de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il y avait de fondamental? Il y avait de fondamental le fait que l'Union sacrée hier était décriée comme une structure à coquille vide. Mais aujourd'hui, cette structure a voulu se structurer et avoir un corps. Et je crois que ce qu'ils ont fait hier, et ce qu'ils ont fait dernièrement, c'était pour prouver qu'ils sont en train de travailler et que cette population qui n'avait jamais partagé la chaleur entre eux devait se rencontrer. Et c'était aussi une preuve, parce que dans leur credo, vous avez entendu, ils ont dit, soyons du bon côté de l'histoire. Et donc, c'était une preuve que ce Congo-là, que l'on essaye de fléchir, d'agénuer tous les jours, ce Congo-là peut se réunir autour des enfants du Congo, à partager les mêmes idéaux pour défendre le pays. Moi, je crois que c'était ça aussi les messages. Vous avez quand même perçu ces messages, capté les messages, parce que beaucoup disent qu'ils n'ont pas capté les messages. Mais c'est un peu ça la difficulté, justement. Les Congolais, même les scientifiques, ils font des critiques par rapport au fait qu'on est de gauche ou de droite. Si je suis opposant, j'ai dit que, bon, on a seulement rempli les stades et puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de message. Mais celui qui est dans la majorité dit aussi ce que lui il pense. Mais quand on est scientifique, il faut quand même être historien du présent, c'est-à-dire rencontrer l'histoire telle qu'elle s'est passée et comprendre quelles sont les projections, qu'est-ce que cela peut, je vais dire, refléter pour l'avenir du pays. Donc, pour moi, je sais faire une lecture à ma manière et comprendre ce qui s'est passé et comprendre quelles sont les répercussions de l'activité qui a eu lieu. Et donc, c'est comme ça que ça s'étudie. Quelles sont ces répercussions, justement? Mais les répercussions, c'est que le Congo, aujourd'hui, a voulu prouver à la face du monde que, désormais, autour du chef de l'État, il y a des gens, il y a un peuple, il y a une équipe qui travaille et qui cherche à ce qu'ils soient réélis, non pas pour leur bonheur seulement, mais parce qu'ils ont cru que les champions qui sont en train de publicité est en train de mener un combat. Le combat, c'est lequel? C'est que le pays, depuis 1960, on a vu qu'il y avait des guerres pour l'indépendance. 30 ans après, vers les années 90, nous avons vu dans toute l'Afrique qu'il y a une série de conférences nationales et le combat de la démocratisation avec la chute des murs de Berlin.
Aujourd'hui, 30 ans après, donc le Congo, c'est comme 60 ans après, on se rend compte qu'on est au moment de la colonisation, de la décolonisation, la vraie. Donc maintenant, les Congolais ont les yeux ouverts, et les Congolais sont déterminés à devenir indépendants totalement sur le plan économique et sur tout le plan. Et ceci a été aussi facilité par les crises sanitaires d'abord, maintenant la crise internationale, a fait que le monde est en train de bouger, le monde connaît une mutation, et c'est pendant des périodes comme celle-ci, des périodes de mutation, que l'on voit les puissances connaître leur déclin et d'autres nouvelles puissances apparaître. Moi, je crois que le Congo, dans sa vocation internationale, est une puissance, et qu'en ce moment ici, le Congo doit se mettre debout pour essayer de faire entendre sa voix et dicter aussi d'une certaine manière sa loi. Parce que nous avons un président visionnaire qui a su élever les débats, qui a su ramener le Congo dans le concert des nations, qui a su percer avec sa diplomatie. Aujourd'hui, il faut arriver au niveau du ministère des Affaires étrangères pour vous rendre compte des activités, comment est-ce que le Congo se vend à l'international, les activités, comment est-ce qu'elles se passent. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus le pays est ouvert. Moi, je crois que nous sommes dans une période très sensible et qu'il faudra percer dans cette période pour que de plus en plus notre indépendance réelle s'affirme et s'affermisse pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors tout ce que vous avez dit, est-ce que ça a des répercussions sur la population? Est-ce que ça a des répercussions palpables sur le quotidien même de tout un Congolais? Très bonne question, Madame Gisèle. C'est comme hier encore, c'était le débat sur le budget. Est-ce que le budget est-il réaliste ou irréaliste? Vous savez, quand il faut... Le budget, c'est la mobilisation de fonds. Quand dans tout ce qui s'est fait aujourd'hui pour s'affirmer sur la scène internationale, nous sommes comme en train de nous crédibiliser. Et ce crédit fait que nous arrivions à mobiliser. Mais maintenant, est-ce que quand on mobilise directement, ça tombe sur l'assiette du Congolais? Moi, je dis non. Pas tout de suite, parce que les secteurs porteurs de croissance avaient été négligés pendant longtemps. On n'a pas produit, nous avons une économie extravertie. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est en train d'investir. Investir pour que demain nous puissions produire. Si on dit par exemple que le pays fait une acquisition d'avions, de bateaux de pêche, de chars de combat, ça ne saute pas directement sur l'assiette des Congolais. Mais le pays est en train de devenir autonome et défendre sa souveraineté. Et que si on met en marche les secteurs porteurs de la croissance, on travaille dans la production, ce n'est pas tout de suite aujourd'hui, mais c'est demain que l'on va ressentir maintenant le bienfait de ce qui a été fait. Je vais vous rappeler ici... C'est demain-là, il faut encore combien de temps? Parce que quand vous parlez de demain, c'est imprécis. Hein? C'est un futur continuel, madame. C'est-à-dire que si, par exemple, hier, les étudiants n'avaient pas de bus, aujourd'hui, ils en ont. Mais est-ce qu'hier, ils en avaient? Ils n'en avaient pas. Mais chaque président est comptable de ses bilans, de son mandat. De son mandat, oui. Tout à fait. Donc, il y a des projets qui commencent à court terme, 6 mois, vous pouvez avoir un résultat. Il y a des projets à moyen terme qui peuvent aller jusqu'à 3 ans, mais il y a des projets à long terme qui peuvent aller même au-delà du mandat d'un chef de l'État. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Quand on dit que les bateaux de pêche, on va acheter des bateaux de pêche et que ça peut arriver dans 6 mois. C'est dans 6 mois qu'on verra les résultats. Est-ce que l'argent qui a été mobilisé, qui est entré dans les trésors publics, qui a été orienté vers l'acquisition de bateaux de pêche, est-ce que de plus en plus le peuple se rend compte qu'il mange le poisson, il ne le mange pas? C'est un bilan qu'on va faire, c'est une évaluation qu'on fera au moment où c'est là, selon le temps, que le délai qui a été donné par rapport à ça. Donc je crois que c'est ce calcul-là qu'il faut faire. Mais moi je crois qu'il y a une bonne volonté à la tête du pays et que c'est une bonne volonté à soutenir, mais malheureusement tout changement a un prix à payer. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Donc il y a des gens à l'interne qui vous combattent. Il y a des fois on combat. On combat quelqu'un qui est aux commandes. Oui, mais l'opposition c'est fait pourquoi? C'est pour combattre celui qui est aux commandes, celui qui est en train de diriger. Des fois c'est parce qu'on le combat peut être verbal, mais c'est pas dans la prise de décision. Oui, le combat peut être verbal, mais ce n'est pas dans la prise de décision. Mais n'oubliez pas que vous pouvez avoir de la légalité, mais sans légitimité, votre action devient lourde. Parce que la population doit accompagner les actions que vous êtes en train de faire. Si la population n'accompagne pas votre action, c'est comme si vous êtes un chef, mais sans pays. Et donc ça vous met en difficulté. C'est même ça, le combat de l'opposition. L'opposition s'est toujours battue par rapport à ça, parce qu'on sait que l'on peut dénuder un chef, c'est-à-dire qu'il reste légalement un chef, mais
ces décisions ne sont plus distillées dans la population et donc on Mais si vos actions sont positives, l'opposition n'a qu'à parler, mais ce sont vos actions qui vont vous défendre. C'est ce que je dis. Mon pays s'appelle République démocratique du Congo. Donc les uns doivent parler, l'opposition doit être là, doit faire du bruit parce que l'opposition fait son travail. C'est l'opposition qui vous pousse d'ailleurs à travailler encore plus. Mais j'ai été en train de vous donner l'exemple d'un pays qui ne produit pas. Si vous décidez de vous mettre à produire, donc il y a une grande période où les gens doivent être affamés. Parce que nous devons produire. La Chine, Mao Tse-tung a décidé que pendant un bon bout d'année, on va fermer, on sera enfermés entre nous parce qu'il faut travailler. Pour vaincre la faim, il faut accepter la faim. Et donc ça c'est difficile, mais il faudra faire participer, faire comprendre ça aux Congolais, mais c'est difficile à faire. Et donc on est dans un travail où il faudra faire, comment je vais dire, promettre le bonheur aux gens, mais entre-temps il faut assurer leur quotidien. Et ça, je vous dis que ce n'est pas facile. Mais je vois que mon gouvernement est en train de s'y atteler, tant bien que mal. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Malgré les temps que ça peut prendre. Il y a un travail qui est en train d'être fait, madame. Selon le secteur, vous pouvez faire le bilan selon le secteur, vous verrez qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, un travail qu'il faut applaudir, parce qu'on ne pourra jamais, même pas en Chine, même pas aux États-Unis, on ne peut pas dormir aujourd'hui et puis se réveiller dans de très bonnes conditions. Les conditions, les bonnes, viennent à pas lourd, mais ce sont les bonnes conditions, ça vient pour que demain, on ne se plaigne plus de rien. Donc il y a des exemples. Aujourd'hui, par exemple, s'il faut prendre le gros budget qui est alloué à la gratuité de l'enseignement, c'est un budget qui hier n'était pas alloué à cette gratuité. Les parents étaient en train de payer les frais scolaires. Donc hier, si aujourd'hui on mobilise plus de 5 millions, je ne sais pas, 50 millions pour prendre en charge comment je vais dire, le professeur et le maître, dans le gouvernement, dans le pouvoir passé, on ne mobilisait pas cet argent. Peut-être qu'on payait facilement les gens. Et donc, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est difficile à comprendre, mais ça vient avec le temps. Le plus important, c'est assurer un avenir pour ces enfants. Parce que hier, on a vu qu'aujourd'hui, nous avons cueilli le plus grand nombre de Koulouna. Parce que hier, il n'y avait pas assez d'argent mis dans l'enseignement. Et donc, les enfants n'allaient pas à l'école. Et donc, 10 ans après... La question demeure, hein, la question, parce que vous avez évoqué la question du Koulouna. C'est ce que je dis. Les Koulouna ont quel âge aujourd'hui? C'est toujours autour de 16 ans, 20 ans. C'est difficile de voir le Koulouna de 30 ans, 40 ans. Mais 16 ans, 20 ans, vous pouvez revenir en arrière pour comprendre c'est parti de quelle période. Vous allez comprendre qu'à un certain niveau, il fallait prendre en charge les enfants, les amener à l'école, et on a raté ça, et on les a laissés dans la rue. Et aujourd'hui, ces enfants qui étaient restés dans la rue se sont pris en charge à leur manière. Donc, la meilleure façon de combattre le Koulouna, c'est d'envoyer le plus grand nombre d'enfants à l'école. Quand les enfants vont à l'école, demain, ils ne connaissent rien de la machine, de la machette, je voulais dire. Mais quand ils ne vont pas à l'école, 10 ans après, 15 ans après, ils se prennent en charge et ils font ce qu'ils vont. C'est ça la difficulté. Mais dans le secteur de l'économie, par exemple, on a vu le vice-premier ministre de l'économie, lors toujours de la sortie officielle de l'Union sacrée, dire que le dollar est Kokita, la baisse du dollar. Et nous sommes à la fin de la mandature, voilà. Est-ce que vous croyez vraiment qu'avec les temps qui courent, ça peut se concrétiser? C'est possible. L'amélioration dans ces secteurs, voilà. Oui, c'est possible. Mais aussi, quand on ne gère pas seulement pour les élections. On ne gère pas seulement pour les élections. Donc moi, je crois que... Non, parce que quand il y a des mandats, il peut ne pas être reconduit, hein, être réélu, voilà. Ben oui, c'est-à-dire que les hommes passent, les institutions restent. C'est comme ça que j'étais en train de vous dire que quand on fait certains projets, on les fait au-delà. Parce que, regardez, Sama 2 ne va pas nous dire que nous qui sommes là, nous sommes dans Sama 2, tout le projet que nous allons faire, ce sont des projets qui ne vont être pris que pendant une année. Donc, certains projets sont faits pour que ça passe au-delà d'une année. Et donc, moi je crois que, ayant désormais pris la manette des affaires, le ministre doit se battre, voir dans son domaine qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il y ait des améliorations. Et les améliorations, je vous dis, madame, il n'y a pas de magie. Il faut que de plus en plus que le Congo produise. Or, tous les investisseurs qui sont venus dans notre pays jusque-là n'ont couru que vers des secteurs miniers. Parce qu'on veut très vite avoir de l'argent et pouvoir s'en servir. Mais de plus en plus, si on peut mettre assez d'argent aujourd'hui,
vers les secteurs porteurs de croissance, c'est-à-dire dans l'agriculture aussi, dans la pêche et autres, pour que le Congolais puisse ne pas tout importer. Je crois que de plus en plus, ça va aider à donner du poids à notre monnaie et ainsi juguler, comment je vais dire, l'inflation des monnaies étrangères dans notre pays. Alors, M. Gilles Pitra, je rappelle que vous êtes analyste politique. 2023, c'est année électorale, toujours dans la quête de la vraie information. Liberté de la presse oblige. Il y a cette question de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie. En tout cas, on a vu des organisations de la société civile qui ont même initié une pétition pour dire non à cet audit par l'OIF parce qu'à la tête, il y a une Rwandaise, Louise Mushikiwabo. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? D'autres personnes disent que non, c'est un faux débat. Le problème, c'est le timing. D'autres disent que le pays qui nous agresse ne peut pas auditer notre fichier. Quel est votre point de vue? Il y a à boire et à manger dans ces dossiers, madame. D'une part, les bonnes pratiques, comme on les appelle, c'est-à-dire que cette façon de faire qui est conscienciellement acceptée par tous, avait voulu que dans notre pays, après le toilettage des fichiers électoral, il y a deux audits qui se font. Il y a un audit interne et puis il y a un audit qui est externe. À l'interne, c'est fait par la CENI et qui s'accompagne de quelques membres de partis politiques et la société civile aussi. Mais à l'externe, on avait, comme je disais ici dans les bonnes pratiques, on avait eu l'habitude de se faire, comment je vais dire, auditer par l'OIF, qui a approuvé une certaine expérience quant à ce, mais qui n'est pas la seule maison qui peut faire cet audit. Alors maintenant, il y a un problème. Il y a un problème de souveraineté en ce moment parce que dans l'OIF, on dit que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, elle est conduite aujourd'hui par une Rwandaise qui est arrivée là par une magie concoctée par la France, comme tout le monde le sait, parce que le Rwanda est un pays anglophone. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une Rwandaise à la tête d'une organisation francophone, alors que la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays de la francophonie, est aujourd'hui en souffrance par rapport à une agression rwandaise, mais que l'OIF ne sait pas reconnaître. Alors que toutes les capitales internationales ont reconnu cette agression, aujourd'hui, nous sentons que l'OIF n'arrive pas à reconnaître cette agression, et ça nous met, nous, Kinshasa, en porte-à-faux avec l'OIF. Et donc, dans l'exercice de notre souveraineté, je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut mettre en mal notre relation avec l'OIF, mais je crois que Kinshasa peut lever son ton pour dire que nous acceptons de nous faire auditer, mais pas par l'OIF pour telle raison, mais pour ne pas léser, pour ne pas compliquer l'inclusivité de nos élections, nous acceptons que notre maison d'ailleurs vienne auditer. Qui ne sera pas manipulé. Ici, il n'est pas question de manipulation, parce que ici, nous avons seulement un problème de confiance. Comment avoir des doutes sur l'arbitre d'un match, par exemple, que vous voulez jouer contre un adversaire ou bien d'un combat? Si vous avez déjà des doutes sur l'arbitre, il y a lieu de demander qu'on change cet arbitre-là pour vous mettre en sécurité. Donc, nous pensons que Kinshasa peut lever sa voix pour dire non, cette fois-ci, nous ne voulons pas que ce soit l'OIF pour telle raison, même si nous ne boycottons en rien nos relations avec l'OIF, mais pour telle raison, nous ne voulons pas que l'audit soit fait par l'OIF. Nous sommes prêts à appeler une autre maison internationale qui vienne faire l'audit externe de manière à crédibiliser notre scrutin qui va échoir jusqu'à la fin de cette année. Vous parlez de la maison internationale, mais la société civile dit une maison locale. Y a-t-il pas la crainte que demain on revienne sur ces débats des vérités des urnes parce que l'audit a été fait par localement, voilà? Ben, madame, le débat sur la vérité des urnes, c'est un débat politicien. Il n'est pas technique. Ici, nous sommes dans une dimension technique, même si celle-ci a des corollaires avec la politique. Je suis en train de dire que l'audit interne existe, mais cet audit interne est, je vais dire, contre-vérifié par un audit externe. Mais maintenant, l'audit externe, sommes-nous obligés de le faire avec la même maison qu'il avait toujours fait avant? Parce que
les 3 cycles précédents, il y avait toujours eu l'audit externe, mais on n'a pas manqué pour décrier la vérité des urnes. Donc moi je ne vois pas que ça soit ça vraiment la raison pour laquelle on va crier à la vérité des urnes. Par contre, moi je crois que l'on peut solliciter une autre maison, comme ça Kinshasa va faire écouter sa voix auprès de l'OIF pour comprendre que vous ne pouvez pas, pendant que nous sommes le plus grand pays de l'OIF, vous ne pouvez pas rester muet pendant que nous nous faisons agresser et que toutes les capitales internationales l'ont reconnu, mais l'OIF jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à placer son nom par rapport à ça. Et par rapport à la force régionale, la présence de la force régionale, bien que le secrétaire général de l'ASC a vanté l'exploit avec la récupération de certains territoires, mais est-ce que les gens disent que ça ne vaut pas la peine que cette force soit là? Vous êtes de cet avis-là? Pas du tout. Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut quitter les organisations internationales. Les organisations internationales, je veux dire que ce sont des milieux qui permettent à tout pays de pouvoir externaliser sa politique. Donc, chaque pays vient aliéner une partie de sa souveraineté dans une organisation internationale, de sorte à le permettre, je veux dire, à externaliser sa politique jusque dans d'autres pays. En fait, les organisations internationales, il y en a 2. Il y a des organisations internationales d'intégration qui vous permettent de vous intégrer et de vivre comme des personnes dans le même territoire, vous partagez les territoires. Et il y a aussi des organisations internationales de régulation comme les Nations Unies. Donc je crois que nous ne devons pas quitter l'EAC, nous devons y demeurer, mais comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, jusqu'à comprendre et à pouvoir imposer notre politique là-dedans. Donc moi je crois que au-delà du déficit que nous avons aujourd'hui sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup plus d'avantages à gagner sur le plan économique, parce que nous ouvrons notre marché dans ces territoires-là qui ne sont pas congolais. Donc, il y a un travail à faire aujourd'hui, aussi bien comme pour l'OIF et pour l'EAC. Je crois que la République démocratique du Congo a, je vais dire, une place, à sa place, et que peut jouer et faire des choses par rapport à ces deux structures, à ces deux organisations. Je crois qu'il ne faut pas quitter l'EAC. On nous a appris hier que c'est Kinshasa qui a mis en difficulté le général qui conduisait la force. Mais nous... C'est pas lui qui était même incapable. De l'autre côté, on dit que le général a démissionné. Donc c'est un débat diplomatique qui s'installe. Aujourd'hui, on nous dit que l'EAC a renvoyé un autre général, Kenya encore, vantant ce que l'ancien général avait fait, alors que au niveau de la République démocratique du Congo, on se plaint de ce que on sent qu'il n'y a pas de riposte, on sent qu'il n'y a pas d'attaque. C'est comme ça qu'on sent que les troupes sont faibles par rapport à nos agresseurs. Donc c'est un débat, moi je crois que le débat se situe au niveau du mandat. Que dit in extenso le mandat qui a été donné à cette mission de l'EAC dans notre pays? Et on nous apprend que certaines rencontres sont prévues, l'un de ces 4, pour essayer de revoir ce mandat-là et pour y aller jusqu'à la fin. Nous avons, par nos câbles, appris qu'il y a des grandes décisions. Kinshasa va taper du poing sur la table. Il se peut que ça sera pour suspendre sa participation dans l'EAC. Ce que nous autres, nous n'encourageons pas. Je crois qu'il y a lieu de leur faire comprendre que nous, c'est nous qui sommes agressés et qu'ils devront écouter notre voix pour essayer d'avancer et mettre hors d'état de nuire et chasser l'adversaire qui ne cesse de s'aimer la terreur dans notre territoire, la République démocratique du Congo. Voilà. Merci, M. Jules Pitra. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Mais surtout spécialiste en marketing politique. Voilà, spécialiste en marketing politique. Ouais, voilà. ouais. Voilà, il était l'invité de ce numéro de débat de l'actualité qui est déjà à la fin. Merci encore une fois. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi en rediffusion à 13h30 sur Canal Congo Télévision, bien sûr. Au revoir.